qui va démonter, mais je voulais juste vous expliquer que quand on a commencé à travailler avec le CG06 sur ce fameux colloque, sur ce thème, la réflexivité, etc., Céline et Lydia nous ont dit tout de suite au début, nous ont dit tout, alors on va être libre, on va pouvoir faire chacun ce qu'on veut, mais nous on a une seule exigence. C'était la première réunion. L'exigence, c'est que l'ouverture soit faite par le professeur Tardif. Et évidemment, qu'on a dit évidemment, si c'est l'exigence, si cette exigence est celle-ci, on est d'accord, et je te laisse dire la suite. Alors, j'ai juste quelques infos à vous donner avant qu'on commence, qu'on a oublié entre-temps. Il y a des posters à l'entrée pour lesquels vous pouvez voter. C'est le travail des collègues, donc vous pouvez aller voter. Il y a des posters à l'entrée de l'exposition pour lesquels vous pouvez aller voter. C'est le travail de nos collègues, donc n'hésitez pas à aller voter. Il y a des photos aussi pour lesquelles vous pouvez voter. Et puis, vous avez remarqué qu'on parle de transformation quand on parle de réflexivité. Pour nous, la transformation, le symbole de la transformation, c'était le papillon. Donc, on vous a organisé une petite chasse aux papillons. Vous allez pouvoir trouver cachés un petit peu partout dans les locaux de l'exposition, que ce soit dans la plénière, les salles d'atelier, auprès des exposants, des papillons en papier sur lesquels il y a des codes barres. Donc, vous pouvez récupérer le papillon, aller scanner le code barre sur une borne qui se trouve juste à l'entrée, là où vous avez fait votre accueil tout à l'heure. Et ces codes barres nous permettront de délivrer une image qui va se construire progressivement tout au long du colloque. Parmi ces papillons, il y a un papillon d'or qui permet de gagner un prix. Ah. Le prix, c'est une place gratuite pour le colloque de 2027. Donc, si vous trouvez le papillon d'or, vous aurez une inscription gratuite pour le prochain colloque. Voilà. Ces informations étant données, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, réflexivité, si je vous le dis comme ça, c'est un concept qui vous parle à tous implicitement, c'est clair, la définition. Si j'ajoute le concept de la compétence et que je saupoudre d'un petit peu d'intelligence artificielle, est-ce que vous n'avez pas un petit peu le vertige devant les enjeux là, pour les enseignements ? Alors, tu me corrigeras, Gaëlle, mais moi j'estime qu'il nous fallait absolument quelqu'un capable de dompter ces concepts un petit peu turbulents. Et donc je suis très heureuse d'accueillir le professeur Jacques Tardif pour cette conférence inaugurale. Merci. Bonjour à chacune et à chacun de vous. Merci de l'invitation. Ça devient honorifique, quoi, ou peut-être comme ça, mais ce qu'elle vient de dire, c'est exactement ce qu'elle m'avait mentionné lorsqu'on a parlé ensemble. Je n'ai pas besoin de ce papier-là. Voilà. La première partie, je vais faire quelque chose qui est un peu conceptuel, mais vous avez introduit Dr Perrin. Je l'appelle Dr Perrin aujourd'hui, voyez-vous. Et puis après, ancrer cela dans un peu les compétences, de quoi s'agit-il quand on parle de réflexivité dans les compétences, et un peu avec l'IA, j'espère, mon Dieu, je lance les choses, ça va. Quand on parle de... Je vais lancer des concepts comme ça, ou nuages de mots, sans recourir à WooClap, quoi. Mais quand on parle de réflexivité, très souvent apparaît le praticien réflexif, Sean n'est pas très loin, ou encore on parle d'approche réflexive ou de débriefing. Puis, si on a bien écouté la docteure, bon, je n'aime pas sortir sans mon Macintosh, mais je ne l'ai pas aujourd'hui, donc permettez-moi de me familiariser un peu avec ça. La docteure de tout, là, qu'elle a nommé comme ça, elle a un peu parlé de ce que nous ne savons pas. Donc, je dirais, il y a des gens qui parlent de inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, donc savoir ce qu'on ne sait pas, consciemment compétent et inconsciemment compétent, ça c'est dangereux, je n'irai pas jusque-là. Mais on peut faire on peut réfléchir à ça. Et puis, pourquoi ça fait ça? Excusez-moi, c'est deux coups à chaque fois. Alors, aussi, des gens parlent de réflexion dans l'action, réflexion sur l'action, réflexion pour l'action. Je dirais que
si on parle de réflexivité, beaucoup de gens font référence à l'explicitation de quelque chose et on est souvent dans une logique réfléchir sur l'action, alors qu'on sait bien que le plus important, c'est la réflexion dans l'action, parce que c'est au moment où on fait ses choix, au moment où on base ses décisions sur des éléments très précis. Après, je ne vais pas aller très loin dans ça. Il y a des gens qui parlent de méta quelque chose, métacognition, méta-réflexion, puis il y a des gens qui parlent d'auto-évaluation, autorégulation. Si on parle de réflexivité, j'aurais beaucoup de difficultés à rester à l'auto-évaluation, j'irais à l'auto-régulation, mais bon, on pourra voir. Et après, là, j'arrive à des choses plus précises pour moi. Ça, comme psychologue de formation, c'est pour moi très important. Un bon nombre de personnes, Sean a documenté ça aussi, un bon nombre de personnes disent, vous savez, moi dans la vie, je suis ceci, cela et cela. Puis quand on les regarde aller, quand on regarde leurs actions, on se dit, oh my God, il s'est un peu trompé sur lui, là, ouais, c'est un peu trompé sur elle. Et donc, dans cette histoire cette histoire d'auto-déclaré, quoi. Je déclare que moi, je suis, Jacques Tardif, un homme bienveillant, voilà. Mais il faut dépasser cela, et dans la réflexivité, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce que quand on demande à des gens d'expliciter leur expertise, les recherches démontrent que les gens racontent à peu près 20% de ce qu'ils font. Après, si on a des vidéos, puis on arrête la vidéo en disant pourquoi est-ce que tu as fait une grimace ici ou pourquoi est-ce que tu as fait ça, les personnes disent ah oui, j'ai pas mentionné, mais je pensais à ça. Donc, conceptuellement, dans la réflexivité, ça sera extrêmement important de dépasser tout ce qui est de l'ordre de la théorie professée et d'aller à la théorie actualisée, c'est-à-dire ce que moi je fais vraiment. Et puis, là, on arrive à quelque chose de plus concret. Voilà. Je dirais que moi, quand je pense à la réflexivité, non pas à la réflexion ou à la réflexion sur l'action, mais je ne vais pas faire une thèse de doctorat là-dessus, je pense à ces 8 actions nécessaires. Bon, les premières, vous les connaissez bien. Je dirais que la troisième est probablement une des actions qui est extrêmement complexe à faire, conscientiser ses émotions ou conscientiser ce qui se passe émotivement. Et la quatrième, ça, je dirais, ce que j'ai vu, moi, dans les CESU ou dans les gens qui s'intéressent à la réflexivité, c'est remettre en question ses valeurs et ses croyances, et je crois que ça, on met beaucoup d'accent là-dessus, et développer la conscience de soi. Alors, bon, je dirais, les 8 actions sont vraiment importantes, mais il y aurait quelques maillons faibles, et je dirais que tout ce qui concerne, ce qui concerne en particulier les émotions, les valeurs, les croyances, c'est quelque chose sur lequel on devrait mettre beaucoup plus d'action. Je vais m'excuser pour vous qui êtes à ma droite, parce que si je vais jusque-là, je vais perdre mon texte. Donc, je ne veux pas vous ignorer, mais il y a quelque chose de la posture spatiale. Voilà. Je sais qu'un certain nombre de personnes parmi vous aiment l'apprentissage expérientiel, le cycle de Kolb et tout. Je suis de cette nature-là. Et puis, vivre une expérience, il faut que je mette ça devant moi clairement. Excusez-moi, c'est là où mon Mac a été utile. La partie observation réfléchie, on peut dire, bon, voilà, c'est de la réflexivité. Encore là, quand on regarde ce que les gens ont théorisé à partir de Kolb et tout, je soulignais que les émotions, les valeurs, les croyances, c'est pas vraiment ce qui est mis en exergue. Et c'est souvent quelque chose qui est le dernier wagon, quoi, quand on a le temps ou quand on prend le temps d'investiguer ça. Alors, voilà un petit tour que je ferai sur le plan des mots qui circulent à la fin de la présentation. Là, quand Gaël m'aurait dit qu'il me reste 5 minutes, je présenterai une définition de la réflexivité. Mais c'est les mots qui viennent en tête quand on pense à la réflexivité ou à quoi devrions-nous accorder beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui constitue les airs aveugles quand on parle de réflexivité?
et comment, il y a des conférences d'ailleurs qui vont porter sur l'enseignement, comment on pourrait mettre ça en œuvre. Et puis, bon, j'ai discuté avec Céline, je vais vous appeler comme ça, à quelques reprises dans la présentation. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. J'avais promis de faire une recension d'écrit et de mettre la main sur des méta-analyses, mais la seule qui existe, elle est très vieille, et finalement, j'ai laissé tomber. Mais je vous avais glissé ça dans un mail, dans un courriel. Et puis, c'est la réflexivité à l'ère des compétences et à l'ère de l'IA. Alors, bon, moi, je travaille beaucoup dans le domaine des compétences. Parfois, ça m'énerve parce que je me dis, mon Dieu, les gens partent d'une définition précise et après, la déclinaison, c'est hallucinant. Ou si je parlais une expression qu'on n'utilise pas au Québec, mais que j'entends souvent en français, ça ressemble à une usine à gaz, quoi. Ou c'est vraiment à l'infini, là. Alors, je dirais que, voilà. Bon, c'est un peu narcissique, là. Quand je parle de compétences, je parle de savoir agir complexe. Et puis, les gens dans le domaine de l'éducation, ils n'ont pas vraiment le sens de s'entendre sur un concept. C'est assez polysémique, l'histoire, vous voyez, avec la réflexivité d'ailleurs. Alors, la compétence, c'est la même chose. Je dirais, par exemple, que l'ensemble des personnes, pas l'ensemble, un grand nombre de personnes s'entendent pour dire c'est un savoir agir. Voilà. Puis le reste de la définition, ce n'est pas très grave. Alors, au lieu de rester sur un plan conceptuel, en pensant à la réflexivité, je vais donner un exemple qui, pour moi, une diapositive est le bon exemple, l'autre est le mauvais exemple. Quand on parle de compétences, alors voilà. Voilà. Puis, cette histoire de savoir agir, c'est parce qu'un des exemples va démontrer que c'est une liste de savoir-faire. Je dirais, le savoir agir, c'est quelque chose qui est... C'est global, c'est vraiment complexe, c'est vraiment intégrateur. Puis, c'est pas réductible à une liste de savoir-faire. Alors, quand je regarde quelque chose qui existe en France, voilà. Bon, vous dites 2009, c'est vieux, mais c'est encore le vrai, là. Je sais qu'en 2026, il va en avoir un nouveau à l'automne. Alors, dans le vrai, il y avait ces compétences suivantes. OK. Il devait apparaître le petit logo Il y avait ces compétences suivantes. Alors, je suis d'accord avec ça. Je ne ferai pas une névrose en voyant les compétences. Je me dis, ça marche. Et selon moi, si on est vraiment dans une logique de compétences, c'est là-dessus que nous allons faire la réflexivité. Ou c'est là-dessus qu'on va faire on va s'arrêter, on va regarder ça. Mais quand on prend le document je ne sais pas quel ministère en France fait ça, mais quand on prend un document français, faites juste regarder la première compétence et retenez ça. Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. Alors, voici ce qu'ils disent aux gens, c'est que la première compétence, elle est déclinée en ces 9 actions-là. Alors, moi, je dirais, de manière très catégorique, mais j'ai la chance d'être au début du congrès, si votre réflexivité porte sur ces trucs-là, vous n'êtes pas dans une logique de compétence. Vous faites de la réflexivité sur une séquence d'actions qui finiront, quand ce sera réuni ensemble, par donner lieu à une compétence. Mais ne dites pas que vous êtes en train de faire de la réflexivité sur des compétences. Alors, juste pour donner un petit coup conceptuel, tiens, les psychologues de l'éducation, qu'est-ce que je raconte? Les psychologues de la cognition estiment que pour distinguer un savoir-faire d'un savoir-agir, le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Et puis, si ça vous déplaît le mot automatiser, pensez, ça passe sous le seuil de la conscience. Une fois qu'on l'a pratiqué, ça devient... On n'y pense plus, quoi. Alors que la compétence, jamais, ça ne va jamais passer sous le seuil de la conscience. C'est toujours quelque chose dont il faut porter son attention au cas où il arrive quelque chose. Alors, faire de la réflexivité sur quelque chose qui est des actions mises en séquence qui un jour vont faire la compétence, on n'est pas à des années-lumière, mais on est loin de la compétence dans ce système de réflexivité. Alors, bon, ça, c'est important de prendre ça en compte. Et je dirais, après ça,
Ben voilà, je quitte l'exemple et je m'en vais à l'IA. Alors, l'intelligence artificielle, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est, ben, je vous apprends rien, là, qui est exponentiel, ça se développe de manière exponentielle, c'est hyper envahissant. Moi, j'ai raconté il n'y a pas longtemps, moi j'ai un ami qui a son jumeau numérique sur Internet. Le jumeau précède ce que le médecin va dire, ou encore quand le médecin ou l'ergothérapeute ou l'ostéopathe, peu importe, raconte, il donne de l'information à son jumeau numérique. Son jumeau numérique dit il va t'arriver ceci si tu obéis à ce professionnel, puis il prend sa décision. Alors, ça, c'est un exemple excessif, mais ça existe, on pourrait tous le créer. Et il y a des gens qui, au lieu d'aller voir un psychologue en thérapie, utilisent l'IA pour dire, ben, ça serait bien que tu m'accompagnes parce que j'angoisse un peu. J'aurais eu besoin de ça, moi, d'ailleurs, durant la présentation politique. Là. Alors, ben, il y a un peu de tout, parce que je vais dire, bon, comment je vais commencer ça? Il y a un peu de tout dans ça, mais je dirais que si vous regardez, si vous pensez à la formation, l'IA, c'est vraiment super pour faire des rétroactions personnalisées. Si vous avez des questions, si vous êtes un étudiant ou une étudiante et vous dites oh wow, je ne comprends pas ça, mais vous pouvez demander à l'IA de dire Docteur Perrin me donne un cours, puis il y a des bouts que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me donner des exemples, puis me donner, je vais répondre aux exemples, j'ai analysé les cas, puis donne-moi la rétroaction, puis un jour, je vais enfin comprendre ce qu'elle me dit, parce qu'elle n'a pas le temps. Et bon, c'est pas vrai, mais voilà. Donc, je dirais, si vous regardez ça, je ne vais pas aller en détail, mais ce qu'on voit maintenant, j'aurais pu ajouter, si je n'avais pas envoyé mon montage plus tôt, soutien au raisonnement clinique, parce que je voyais dernièrement des IA. Moi, j'utilise un IA qui s'appelle Claude, mon grand ami, là. Ben, il fait du raisonnement clinique, là. Il soutient le raisonnement clinique. Si vous avez besoin d'avoir des exemples, il vous les donne. Si vous trébuchez quelque part, voilà. Donc, je dirais tout ça, puis on aurait pu ajouter autre chose. Voilà. Alors, ce que l'IA fait par rapport à la réflexivité, ben, je dirais, si je vais être vague, là, ça complexifie le truc en diable. Ça fait en sorte que ben, c'est extrêmement efficace. Bon, vous pouvez dire, oh, ça hallucine. Ça hallucine pas souvent maintenant. Ça dépend. Si vous prenez ChatGPT, ça peut halluciner, mais si vous allez vers Claude, Mistral ou, par exemple, il y a des IA très spécialisés, ça hallucine un peu moins. Le problème de l'IA avec la réflexivité, c'est que on ne voit pas. Il y a quelque chose qui est vraiment encapsulé dans la décision. Ou ça va avec le deuxième point. Il y a quelque chose qui est. C'est un algorithme, dans le fond. On ne sait pas vraiment quelles sont ses références. À moins qu'on lui dise, ben, sois détaillé dans ton processus décisionnel et raconte-moi. Il pourrait faire ça, mais disons que la rapidité, l'efficacité et cette sorte encapsulée, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile pour la réflexivité. On pourrait penser que plus nos étudiants, nos étudiantes vont utiliser l'IA, plus ils seront confrontés à cette histoire d'algorithme. Et ben, c'est fascinant parce que ça va très rapidement et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et puis, ce qui ressort toujours, c'est que l'IA, c'est pas très émotif jusqu'à maintenant. Ou en tout cas, l'expérience subjective, ça fait pas vraiment partie de son ADN, même si on lui dit, bon, je suis inquiet, je suis ceci ou cela, il est assez valorisant, mais après, il s'arrête là. Je te regarde parce que je sais qu'un jour, tu vas me dire 10 minutes. Et quand on est dans un contexte de compétence, je ne vais pas revenir sur la définition de la compétence, mais je dirais que si vous êtes dans la logique d'un savoir agir complexe, quelqu'un qui met en œuvre une compétence, à moins que vous lui disiez on arrête là, et tu vas expliciter la base de connaissances sur laquelle tu t'appuies pour prendre cette décision-là, on ne la voit pas. Et donc, l'IA encapsule quelque chose. Et la compétence, si vous avez retenu des compétences pour la formation en soins infirmiers 2009,
on voit que les compétences, c'est un gigantesque bateau dans lequel on met plein de choses. Et si on ne va pas chercher ce qui est à la base, qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit efficace ou pas, ben dans la réflexivité, on peut rester au niveau de la surface ou au niveau du processus sans aller juste qu'est-ce qui le soutient. Et puis, là, un certain nombre de personnes estiment que dans les compétences, la manière dont on les traite maintenant, ou la manière dont moi j'en parle entre autres, c'est quelque chose qui autorise des gens à parler beaucoup plus de la théorie professée que de la théorie actualisée. On voit le résultat, mais on ne connaît pas quelle est la base. Alors je dirais, si vous étiez dans un domaine de compétences, ce qui est vraiment important, c'est de dire il faut expliciter quelque chose, il faut demander aux gens de rendre évidentes des bases sur lesquelles ils appuient leurs décisions. Voilà. Et voilà. Alors, si on est, excusez-moi, si on est dans une logique de compétences, la réflexivité doit porter sur les ressources mobilisées et si on se fiait aux récits d'expérience ou aux recherches qu'on a maintenant, on pourrait dire le plus difficile est probablement d'expliciter sa posture, ses émotions, ses valeurs et ses croyances. Bien qu'on accorde de l'attention à ça, mais c'est toujours, j'oserais dire, le maillon faible de la réflexivité telle qu'on la fait maintenant. Mais j'écouterai attentivement les ateliers qui vont porter sur l'enseignement de la réflexivité. Et puis, bon, quand on est dans les CESU, je ne connais pas vraiment ce domaine-là, mais j'écoute attentivement. Je dirais, la contrainte temporelle, elle est vraiment omniprésente. Et puis, les actions dans les CESU sont très incarnées, sont très situées. C'est difficile de sortir des éléments de là pour porter un jugement. Et puis, c'est collectif aussi. Il y a des milieux comme ça, mais c'est un milieu, à mon avis, exceptionnel sur ce plan-là. Et c'est également distribué entre des personnes. Ceci étant dit, voilà. Il y a un certain nombre d'obstacles à surmonter quand on est dans un contexte de réflexivité. Je regarde ma montre parce que je sais que ça a commencé en retard. Je me dis, quand est-ce que je dois arriver dans la gare, là? Donc, un certain nombre d'obstacles à surmonter. Et voilà. J'ai distingué ici la pensée critique, la réflexion et la réflexivité. Alors, je dirais, pour moi, et la documentation que j'ai explorée en répondant à la demande de Céline Perrin, la pensée critique, c'est quelque chose qui est très rationnel, où on peut dire, bon, c'est cérébral, ce truc-là. Et puis, dans la pensée critique, les gens portent leur attention, entre autres, sur énoncer clairement quel était le problème ou la situation. Et puis après, ils rendent explicites des raisons ou des décisions qu'ils ont prises. Et après, ils sont très préoccupés par les données probantes ou ce sur quoi ça s'appuie. Je ne suis pas en train de dire que dans la réflexivité, ce n'est pas ça. Hein, mais je suis en train de dire que si vous êtes dans la logique, selon moi, de la pensée critique, vous êtes situé dans cette posture-là. Et après, la réflexion, qui pour moi est une prise de recul analytique, c'est la narration et la validation d'un retour d'expérience. Je voudrais m'arrêter ici quelques secondes pour dire que s'il y avait une période de questions après, je suis sûr qu'il y en aurait là-dessus. Je dirais personnellement que la narration, c'est quelque chose de fantastique parce que les gens aiment blablabla, raconter des histoires, il était une fois, mais que la narration, c'est complexe pour la réflexivité parce que la narration enchaîne quelque chose il y a une logique narrative que la réflexivité a de la difficulté à arrêter et à plonger pour aller chercher de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on a utilisé ici.
Et donc, dans la réflexion, l'analyse de ses actions, de ses décisions et de leurs fondements, puis la vigilance quant à la dynamique de l'action. Si je situais la réflexivité par rapport à ça, moi, je dirais les éléments qui appartiennent à la pensée critique ou les éléments qui appartiennent à la réflexion, c'est les éléments qui peuvent être intégrés dans la réflexivité, mais la réflexivité aurait au moins 4 exigences particulières. La première, c'est la confrontation à soi-même, ce que ne permet pas vraiment la narration, parce que la narration, c'est une histoire qu'on raconte. Ce que n'exige pas non plus la pensée critique, parce que la pensée critique, elle demande d'aller chercher des données probantes. Est-ce que c'est bien argumenté, bien justifié votre histoire? Et dans la réflexivité, il y a une composante qui, selon moi, est extrêmement importante, la déconstruction critique de l'action. C'est là où la narration pourrait être un obstacle. Et après, une vigilance constante entre la théorie professée et la théorie actualisée, ou pour le formuler autrement, entre l'idéal projeté et la compétence elle-même dans l'action. Et tout ça, quand on lit sur la réflexivité, ça se termine toujours en disant, d'ailleurs le colloque a un titre qui ouvre là-dessus, c'est la transformation de l'expérience en apprentissage significatif et transférable. Donc, ça serait quelque chose il faudrait accorder beaucoup d'attention sur, une fois qu'on a réfléchi ou qu'on a fait de la réflexivité sur cette situation-là ou ces situations, qu'est-ce qu'on a appris que nous ne savions pas avant et qu'est-ce qu'on pourrait transférer dans d'autres contextes ou dans d'autres milieux. Super, ça va arriver au bon moment. Si vous cherchez quelque chose, d'ailleurs, si elle était là, je pense qu'elle n'est pas là, je devrais remercier Madame Onésir Rachat, à qui j'ai écrit en disant que j'avais accepté de faire ça, cette présentation. Donc, c'est elle et son équipe qui ont traduit et adapté ce qui s'appelle Réflect. Au lieu de faire un mystère, je vais tout mettre devant vous, là, mais je ne vais pas dire ça. Je dirais que si vous cherchez des critères pour déterminer est-ce que je suis dans les bonnes zones pour la réflexivité ou pas, moi, je vous dirais, prenez la dernière colonne à la droite qui s'appelle Réflexion approfondie sur l'action, réflexivité. Vous voyez d'ailleurs que réflexion est chacune des catégories de critères, voilà, c'était féminin, est bien détaillée dans cette colonne-là. Et vous voyez notamment c'est difficile pour moi de lire ça soudainement, mais vous voyez dans l'avant-dernière catégorie, c'est bien marqué reconnaissance, exploration, prise en compte et amélioration des capacités de gestion des émotions. Alors, je dirais, c'est vraiment, pour moi, une grille très intéressante, parce que des gens disent, de quoi s'agit-il? Quel regard équitable, valide, je peux l'apporter là-dessus? Je pense que parmi les outils qui existent, cette grille-là est vraiment intéressante. Pour terminer ça, il me reste 2 diapos, je vais arriver dans le temps. J'essaie toujours d'être obéissant sur le temps qui m'est donné. Alors, je dirais, pour moi, vous devriez avoir conclu ça. Hein. Pour moi, la réflexivité, c'est une compétence, c'est pas seulement une posture professionnelle. Et c'est une compétence dans le sens de savoir agir complexe qui mobilise beaucoup de choses. Et puis, j'en ai parlé à quelques reprises, mais je dirais que la réflexibilité, c'est mobiliser l'être dans sa totalité. C'est pour ça qu'on parle autant de valeurs, de croyances, d'émotions, alors qu'on n'en parle pas vraiment dans ce que la littérature définit comme la pensée critique ou la réflexion. C'est un processus dynamique de transformation et j'ai mentionné quand j'ai parlé de la réflexion, pour moi ça dépasse et de loin la narration et de loin l'introspection.
pour aller chercher qu'est-ce qui est à la base ou au fondement. Et puis, c'est une compétence collective dans les CESU, dans la mesure où je comprends bien la manière dont vivent les CESU. J'assisterai avec beaucoup d'intérêt aux ateliers qui portent sur l'enseignement de la réflexivité. Ce que j'en comprends, c'est que sans une relation de confiance entre la personne qui est formatrice ou tutrice, peu importe comment on l'appelle, et la personne qui est étudiante, la réflexivité, c'est impossible. C'est une relation vraiment de confiance entre deux personnes. On ne peut pas, je pense, se mettre librement comme ça ses erreurs ou exposer ses erreurs en pensant qu'une personne avec qui on n'a pas une alliance de travail, d'apprentissage, va s'occuper, va transformer ses erreurs en apprentissage. Un climat de bienveillance, bien que j'entends dire, je suis en France depuis quelques semaines maintenant, finalement je me suis dit, le mot bienveillance est devenu, je ne sais pas, un peu polysémique, voire un peu, je ne sais pas, ça donne un peu l'acné, quoi. Et un espace de liberté et d'autonomie. Et là, je vais dire quelque chose qui a l'air de ma dernière diapo, mais j'en ai une autre après ça. Voilà. Donc, le thème du congrès, mais c'est parfait. Se transformer, se confronter pour se transformer, c'est vraiment la pierre angulaire sur la réflexivité. Alors, je ne voulais quand même pas terminer ça sans, parce que j'étais un prof d'université qui pensait très sérieux, donner une définition documentée avec la référence de Nguyen, je ne vois pas l'autre nom, qui dit que la réflexivité désigne le processus qui consiste à s'engager dans des interactions attentives, critiques, exploratoires et itératives avec ses pensées et ses actions et leur cadre conceptuel sous-jacent en visant à changer ces différentes composantes et en examinant le changement lui-même. Je dirais, si cette personne-là était mon étudiante de doctorat, mais ce n'est pas le cas, je dirais, madame, vous avez un peu sous-estimé encore une fois les émotions, mais ça démontre juste que les concepts que nous avons dans les mains maintenant peuvent avoir ce que moi j'appelle des airs aveugles. Alors, voilà, je remercie de votre attention. Je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir regardé plus souvent. Et merci de l'invitation. Merci beaucoup.